Alors, M. Perron, là, pourquoi est-ce que vous demandez cette réouverture? Écoutez, c'est un service essentiel, c'est un service de base de première ligne. On a plusieurs gens du terrain qui nous ont contactés. Je pense entre autres à Action Chômage en Mauricie. Il y a des gens qui sont démunis, qui ont peu accès aux technologies et qui ont besoin d'avoir un soutien d'une personne, d'un être humain, entre guillemets. Là. Et là, ils ne sont pas disponibles. Alors moi, nous, depuis la fermeture des bureaux de Service Canada, ça nous fait bien plaisir d'aider le monde, mais on est devenu un peu Service Canada. C'est correct qu'on soit là, mais on pense que là, c'est le temps. Là, on est en décloisonnement progressif. Je pense qu'il sera en mesure d'offrir, tout en respectant bien sûr le principe de distanciation, là, mais les services à la population. Si nous, on est capable d'ouvrir en mettant un plexiglas à l'entrée, puis en respectant le 2 mètres et portant des masques, je pense qu'ils peuvent le faire aussi, tout simplement. Il y a d'autres ministères aussi, là, les employés étant en télétravail, qui vont commencer à retourner graduellement, peut-être pas au complet, mais une partie des employés à aller travailler au bureau, au fédéral? Ben oui, puis évidemment, le télétravail, ça a des beaux côtés, mais à un moment donné, il faut offrir les services à la population. Alors voilà, c'est une simple logique, puis on pense qu'il est grandement temps. On arrive au mois de juillet, là, et il y a plusieurs personnes qui ont besoin de soutien. Et depuis la dernière fois où on s'est parlé, là, la prestation canadienne d'urgence a été prolongée de 8 semaines, si je ne m'abuse, Ouais. mais sans ajout de conditions supplémentaires. Vous auriez souhaité un ajout de conditions, lesquelles? En fait, on y travaille encore. C'est pas tant de réduire l'aide, mais de la rendre incitative au travail. Nous, ce qu'on demande, c'est que plutôt que de perdre complètement le montant de 2 000 à partir du moment où vous gagnez plus de 1 000 dans un mois, ben, c'est de rendre la diminution progressive, un peu comme ce qui se fait à l'assurance emploi. On avait eu un engagement formel du gouvernement sur ce point-là, puis la parole n'a pas été respectée. D'ailleurs, c'est depuis ce moment-là qu'on a peut-être l'air un peu moins fin aux nouvelles, là, moins en collaboration, mais à un moment donné, quand on veut bien donner de la latitude au gouvernement, donner des pouvoirs extraordinaires, quand les paroles sont respectées, quand ça avance, là, on est arrivé à un stade où je crois le Parti libéral a commencé à comprendre que c'était bien payant la COVID et de donner des chèques et qu'il voulait se garder un peu le monopole de l'action. Mais il ne faut pas oublier qu'on est la démocratie, qu'on est dans un gouvernement minoritaire. Et là, justement, le NPD, lui, a accepté de soutenir le gouvernement s'il prolongeait la PCU. C'est ce qui s'est passé la dernière fois. En fait, ils ont accepté ça en échange d'un engagement un peu surréaliste de créer 10 journées de congé de maladie pour tout le monde au Canada, d'un océan à l'autre, alors que c'est une juridiction des provinces et du Québec. Donc, le fédéral, les libéraux ont donné cet engagement-là, mais ils ne seront pas en mesure de le réaliser. C'est un peu surréaliste. Nous, on a bien hâte de recommencer à siéger. On est prêt même à siéger cet été. Donc, vous savez qu'on a terminé le comité COVID cette semaine. Donc, on a fait notre bilan de session, d'ailleurs, hier. Et on va siéger pour la prochaine fois. Il y a 4 séances qui sont prévues pendant l'été. La prochaine fois, c'est le 8 juillet. Mais nous, on pense qu'il faudrait siéger avant ça, ne serait-ce que pour adopter le soutien pour les personnes handicapées. C'est des personnes qui n'ont rien reçu jusqu'à maintenant, à moins qu'ils soient éligibles là, au supplément de revenus, des trucs comme ça. Mais sinon, ça a été bloqué, ça, parce que les conservateurs n'ont pas voulu scinder le projet de loi en deux la dernière fois. Les libéraux voulaient en profiter pour étirer leur pouvoir extraordinaire. En tout cas, il y a eu des jeux politiques qui ont fait que ça n'a pas eu lieu. Puis ça, je pense que c'est pas acceptable. La population est en droit d'avoir un soutien. Puis encore une fois, on ouvre la porte très grande à la collaboration au gouvernement. On est prêt à rentrer voter ça demain matin. Voilà. Là, Sinon, pouvez vous parler peut-être de mon bilan de session, notre bilan? peut-être avant ça, on pourrait aborder là, qu'il y a toujours les fameux programmes d'aide du fédéral. Oui. Il y a un programme d'aide pour aider à payer les employés durant la période de COVID. Et là, il y a plusieurs partis fédéraux qui ont demandé cette aide pour payer de leurs employés politiques. Le Bloc dénonce ça et vous avez commandé un sondage qui semblerait montrer que la population québécoise n'est pas tellement en accord avec... La population québécoise est majoritairement en accord avec nous là-dessus. D'ailleurs, c'est de la simple logique. Nous sommes des politiciens, on siège à la Chambre des communes, on vote un programme d'aide et le ministre des Finances, par règlement, a ajusté le programme d'aide pour que les partis politiques y soient admissibles.
Or, à ce que je sache aujourd'hui, M. Robert, les partis politiques, ce ne sont pas des entreprises en danger qui vont fermer demain matin. Bien sûr qu'on a eu moins de dons que d'habitude. Au Bloc aussi, là, évidemment, on n'a pas fait de campagne de financement pendant que les gens perdent leur emploi. On va faire ça à l'automne, puis on va se débrouiller, puis on va y arriver. Parce qu'il y a tout l'aspect aussi de la loi électorale. Élections Canada, c'est très réglementé le financement des partis politiques, vous savez. Là, on se retrouve avec des partis politiques qui reçoivent des subventions de l'État fédéral pour payer leurs employés. Ça n'a pas puis il faut que je mesure mes mots quand je vous parle de ça. C'est vraiment dur de ne pas se choquer. C'est tellement révoltant et tous les partis politiques fédéraux confondus ont fait cette demande-là et actuellement, vos taxes puis vos impôts payent les employés du Parti conservateur, du Parti libéral, du NPD, du Parti vert. Pensez-vous que ça a de l'allure? Ces gens-là, en plus, vont utiliser ces sommes-là pour faire une prochaine campagne électorale. Puis quand ils vont faire le rapport d'élection, ils vont se faire rembourser la moitié de ces dépenses-là. Fait que non seulement on subventionne présentement 75 du salaire des employés politiques qui font un travail partisan, mais en plus, ils vont se faire rembourser 50 de ce 75 %-là. C'est complètement ridicule. On est dans le détournement de fonds abject. Et c'est pour ça que nous aussi, on a demandé un sondage, mais on a aussi porté plainte au commissaire à l'éthique. On veut une enquête là-dessus parce qu'on pense que ça n'a pas de bon sens. Puis, en ce temps-là, ce matin, M. Robert, je n'invente rien, là, je parlais à une entreprise touristique de la région là, qui avait accès à la subvention salariale. Puis là, pendant les mois d'été, à cause de la restriction du 30 de perte de revenus, a peur de perdre l'accès à cette subvention-là. Et là, ils sont à pleine capacité parce qu'ils ont dû réduire leur capacité d'accueil d'à peu près de moitié. Donc, ils se retrouvent un peu coincés de partout, vont perdre le soutien. Et en parallèle à ça, tu as des partis politiques fédéraux qui prennent l'argent, les deux mains dans le plat de bonbons. Ça n'a pas de bon sens. Voilà. Je ne sais pas pire, je me suis pas trop choqué cette fois-ci. J'ai de la misère à en parler des fois, mais des fois, c'est. Vous savez, on fait de la politique, mais on est des gens comme vous. C'est choquant quand on voit ça. C'est devant nos yeux, puis on intervient, puis ça n'arrête pas. On a posé je ne sais plus combien de questions sur ce sujet-là, et ça revient toujours à la même chose. Et pourtant, les conservateurs, à l'époque de Harper, avaient coupé dans le financement public, là, par exemple, en fonction de votes reçus après l'élection. Vous êtes en train d'aller à la source de ce qui me révolte le plus, c'est qu'au fédéral, on a coupé le financement public des partis politiques. C'est un mouvement complètement contraire de ce qu'on a fait, par exemple, sur la scène du Québec, où les contributions financières sont limitées à 100 $, où il n'y a plus de déduction d'impôts. Vous savez qu'au fédéral, on est encore dans un système très archaïque où chaque individu peut donner 1 600 $ à un parti politique et récupérer 15 du premier 400 $. Et ça, c'est un système qui a été enlevé au Québec parce qu'on s'est rendu compte que ça incitait des dons louches et ainsi de suite. Bon, nous, évidemment, on s'assure d'être plus propre que propre. On fonctionne quand même de ce système-là. On voit les partis politiques refuser le financement public, puis en même temps, aller s'en chercher par à côté de façon détournée et malhonnête. Fait que ça, c'est vraiment choquant, oui. Effectivement. Mais vous avez nommé le Parti conservateur. On a réussi, à force de questions, à obtenir des engagements. Les deux principaux chefs à la course ont annoncé qu'ils allaient. Le leader actuel ne fait rien et prétend que c'est une décision du parti, alors que plusieurs de leurs députés s'en sont dissociés. Ça doit, moi en tout cas, j'imagine qu'au caucus, ça doit jaser fort là-dessus, parce qu'il y a de la dissension. Parlant de caucus, le caucus bloquiste s'est réuni, je crois que c'était vendredi, pour tirer un bilan, dresser un bilan de la dernière session, une session assez particulière, très marquée par la COVID-19. Avec lui, et on est quand même assez satisfait de notre travail. En fait, la grosse fierté qu'on a, c'est d'avoir respecté la parole donnée. Quand on s'est présenté devant les électeurs, on a dit, nous autres, on s'en va au BAT, on s'en va là pour le Québec, les intérêts des Québécoises, des Québécois. On va vous défendre avec et ongles, on sera présent. Puis le critère de décision, quand on a un vote à tenir, c'est est-ce que c'est en faveur du Québec, est-ce que c'est favorable au Québec ou c'est défavorable au Québec? Ça, la de décision. Alors là-dedans, on a, tel que promis, déposé un projet de loi qui, évidemment, parce que l'on a suspendu le Parlement, mais ils sont là, ils sont prêts. Surtout qu'on rentre, j'espère qu'on va pouvoir les travailler, entre autres le projet de loi sur l'impôt unique, de forcer le gouvernement fédéral à respecter ses engagements lorsqu'il signe des traités nationaux, arrêter de juste aller faire des signatures
On vous perd un peu, là. Je ne sais pas si Ah, c'est votre connexion, là, mais on perd quelques mots dans ce que vous dites, là. je viens d'avoir un message connexion Internet instable à l'écran, mais je pense que là, ça va. Donc, je peux peut-être reprendre le dernier bout, là. Oui. Donc, c'est un projet qui forcera en territoire québécois. On va lancer ça. Évidemment, j'ai avec grand plaisir, en lien avec M. Plamondon, déposé le projet de loi dans mon champ de porte-parole, section de la gestion de l'offre. On veut modifier la loi sur le multiculturalisme pour en exempter le Québec. Et on veut aussi modifier l'assurance-emploi. Vous savez qu'on a fait une journée de... Maintenant, on veut que ce soit modifié dans la loi, que les personnes qui souffrent de maladies graves aient accès à 50 semaines d'assurance chômage. On se retrouve avec des gens qui ont cotisé à l'assurance-emploi pendant 25 ans, combattent un cancer, font de la chimio, de la radiothérapie, puis ils ont droit à 15 semaines d'assurance-emploi. Ça n'a pas de maudit bon sens, c'est révoltant. C'est un autre point ça, où il faut que je fasse attention pour ne pas devenir trop émotif, là, parce que ça vient chercher à un moment donné. Quand on voit des parlementaires voter contre ce principe-là, c'est surréaliste. Là. C'est une caisse d'assurance qui est séparée. On est là. On est supposé d'être là pour les... Pendant la session, on a réussi à défendre la laïcité de l'État. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'une commission scolaire de Montréal voulait prendre des fonds fédéraux pour contester la loi 21. Avec nos questions, on a mis assez de pression pour que ça tombe. Évidemment, je vous ai parlé tantôt de ma loi sur la gestion de l'offre. On a réussi pendant la crise aussi à augmenter la capacité de crédit de la Commission canadienne du lait. En collaboration avec le gouvernement, on a proposé, c'est accepté. On a vécu plusieurs choses depuis notre élection. Ça a commencé avec la grève du CN à l'automne, ensuite, et maintenant la COVID. Donc, on a un peu tous hâte de voir qu'est-ce que c'est la job de façon normale. Là, je parle pour les nouveaux élus parce qu'on a eu un contexte de crise assez répétitif depuis le début. Mais on est là, puis on commence à sortir. Le bureau est officiellement ouvert. On commence à avoir des contacts un peu avec les gens en faisant attention, en suivant les recommandations. Et on espère pouvoir être plus présent. On réclame une mise à jour économique de longue haleine. Là, on nous a promis quelque chose pour le 8 juillet. C'est pas clair si ça va être une mise à jour économique complète, mais on veut savoir où est-ce qu'on en est dans les dépenses et où est-ce qu'on s'en va. Puis on est rendu dans le moment de la crise où il faut évaluer chacune des nouvelles dépenses, à savoir quel sera son impact financier et quel impact ça va avoir sur le redémarrage de l'économie. D'où l'importance d'aller modifier la PCU puis la PCUE pour inciter les gens à aller travailler. Parce qu'actuellement, j'ai plein d'employeurs qui me disent, là, M. Perron, mes employés ne veulent pas faire plus que 19 heures. On a fait les calculs, nous autres, au parti. Quelqu'un qui travaille au salaire minimum travaille 19 heures, il garde sa prestation étudiante. S'il travaille une heure de plus, il faut qu'il travaille 43 heures pour récupérer son manque à gagner parce qu'il a perdu la prestation de 1250. C'est un non-sens total. C'est pas parce que les gens sont paresseux. Les gens sont intelligents. N'importe qui, je te dis, donne-moi de l'argent pour aller travailler, tu vas me dire non, je vais rester chez nous. C'est de la pure logique. Fait que ça, il y a des changements importants à apporter là-dessus. Vraiment. Puis oui, vous avez raison, il faut penser à l'avenir. C'est pas facile. Et en agriculture, on regarde là, les travailleurs étrangers, c'était difficile de les faire rentrer encore. Jusqu'à tout récemment, le Mexique avait de nouveau bloqué. Ça redébloque, beaucoup à cause de la négligence du fédéral qui ne s'occupait pas des quarantaines. Et là, on arrive au moment des récoltes. On va avoir beaucoup de pertes. On va avoir beaucoup besoin de support financier de ce côté-là et il va y avoir une augmentation des prix à l'épicerie, d'où l'importance d'aider les gens démunis, entre autres les personnes handicapées. Fait que je fais un peu la boucle avec ce que je vous disais en début d'entrevue, mais tout est interrelié, hein, puis il faut agir en bon gestionnaire, là, puis poser des gestes intelligents et ne pas hypothéquer notre avenir. Donc là, ça serait un peu une accalmie pendant quelques temps, la Saint-Jean, la Fête du Canada. Vous me dites, vous devriez être de retour ensemble le 8 juillet, puis il y aurait une mise à jour économique à ce moment-là? Voilà, la prochaine journée où la Chambre siège, c'est formel, c'est le 8 juillet. Il y a 4 dates qui sont prévues pendant l'été. Donc, le 8 juillet, on va siéger, puis on va obtenir une mise à jour économique. On va siéger évidemment en nombre restreint, là. Donc, encore une fois, pour respecter les distanciations. Voilà. Mais nous, on souhaite siéger plus que ça. On est prêt à siéger pendant l'été, il n'y a pas de problème. Là.